L'oratrice, ce sera donc Nathalie Dumoulin, qui est néphrologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et qui a un tropisme particulier pour les pathologies glomérulaires, mais également les pathologies rénales génétiques, dont évidemment l'hyperoxalurie. Et donc, je pense qu'elle va nous apporter un enseignement, enfin, elle va nous faire une présentation intéressante, même si la présentation qu'on lui a demandé de faire va concerner les hyperoxaluries secondaires, et pas celles qui seront donc génétiques dont on vient de parler longuement maintenant. Hyperoxalurie secondaire qui l'intéresse aussi, puisqu'elle a déjà publié 2 articles sur le sujet, un dans les Kidney International Report et l'un dans Medicine Baltimore, il y a donc cette année et il y a quelques années encore. Voilà, alors si Nathalie est là, on peut lui donner la parole, je pense que le moment est venu. Voilà, Nathalie, si tu sais. Oui. Merci beaucoup, Luc. Donc voilà, merci. Oui, merci donc pour l'introduction, hein, Luc, et merci pour l'invitation de venir vous parler donc d'hyperoxalurie après cette excellente présentation par le professeur Cochat. Donc c'est sûr que moi je vais vous parler maintenant d'un sujet qui concerne, on va dire, plus les adultes et une pathologie qui est quand même moins dramatique que celle qui a été décrite dans le topo précédent. Oui, c'est en bas à droite. Oui, non, mais c'est bon. Là, vous voyez. Donc voilà, donc je vais commencer par quelques cas cliniques pour vous qu'on a vécu dans le service pour un peu vous illustrer les présentations cliniques et les différentes étiologies. Donc d'abord, c'était un homme de 80 ans qui avait été adressé par les endocrinologues. Il avait un diabète de type 2 de longue date et également une obésité morbide pour lequel il prenait de l'Orlistat, donc qui est un inhibiteur de la lipase intestinale et qui entraîne une perte de poids via un phénomène de malabsorption. Et donc, le patient a été adressé pour une insuffisance rénale qui progressait assez rapidement sur 1 an et demi à peu près. Et on a lancé un bilan qui montrait une protéinurie modérée, l'absence d'hématurie. Et comme il prenait de l'Orlistat, on avait dosé l'oxalurie. Donc nous, à Saint-Luc, on dose l'oxalurie sur un spot urinaire et on le corrige pour la créatinurie. Et il avait effectivement une hyperoxalurie. La biopsie rénale réalisée chez ce patient a montré donc de nombreux cristaux intratubulaires, cristaux qui sont biréfringents en lumière polarisée. Et donc, c'était bien des cristaux d'oxalate de calcium chez un patient qui, je vous le disais, prenait l'Orlistat depuis déjà 8 ans. Et ce patient, donc, on a donc chez ce patient arrêté l'Orlistat, comme vous le voyez sur le graphique à droite, et il a rapidement diminué son oxalurie, qui est représentée par les barres verticales. Mais vous voyez que malgré l'arrêt de l'Orlistat et une hydratation et également la mise en route d'un traitement par calcium pour chélater l'oxalate intestinal, il a récupéré un peu en termes de fonction rénale, mais a gardé quand même une insuffisance rénale chronique sévère. Donc, diagnostic à envisager même chez quelqu'un qui avait une condition prédisposant à l'hyperoxalurie de longue date. La même chose chez cette patiente de 76 ans qui avait été, elle, adressée par les rhumatologues, donc suivie pour une polyarthrite séronégative traitée par anti-TNF-alpha, avec également une gammapathie monoclonale à IgA-kappa. Et cette patiente avait été opérée il y a 20 ans d'une gastrectomie pour un adénocarcinome, donc opération de roue en Y que vous voyez en dessous ici remonter donc du jéjunum vers un début de poche gastrique, qui entraîne également une malabsorption. Et cette patiente présentait depuis également 1 an et demi une progression assez rapide de son insuffisance rénale. Et chez cette patiente, bon, malgré que la gastrectomie datait d'il y a plus de 20 ans, on a dosé l'oxalurie puisque c'est un diagnostic non suspecté et elle avait une oxalurie très importante à 128 mg par gramme de créatine urique. Alors, la biopsie qui avait été réalisée chez elle a montré vraiment de très nombreux dépôts donc de cristaux d'oxalate au niveau intratubulaire, donc avec des lésions de nécrose tubulaire aiguë et de néphrite interstitielle aiguë, mais un indice de sclérose qui était quand même seulement de 1 à 2 sur 6.
Alors, en discutant avec le gastro-entérologue, lui trouvait ça bizarre de développer une malabsorption à distance de ce bypass. Cette patiente notait que depuis 1 an, elle avait des selles plus molles, mais pas de gros tableaux de stéatorée clinique. On a confirmé donc la stéatorée par des examens de sel, donc on sait faire ça sur des échantillons de sel, donc la stéatocrite acide ou sur une récolte de 24 heures. On a quand même cherché d'autres causes de malabsorption qui sont toutes revenues négatives. Et donc on a, après hyperhydratation et initiation d'un traitement par calcium pour chélater l'oxalate intestinal et également traitement de la malabsorption par des comprimés de crayon, on a pu stabiliser sa fonction rénale qui s'est un peu améliorée, mais comme le cas précédent, la patiente a gardé une insuffisance rénale chronique sévère. Le dernier cas, c'est un patient transplanté dans un contexte donc, de dysplasie rénale associée à un syndrome de Klinefelter. 10 jours après sa transplantation, il restait oligoanurique, il a été biopsié. Donc vous voyez de nouveau ces cristaux d'oxalate intratubulaires. Donc à ce moment-là, ça avait été mis sur le dos que le patient prenait de la vitamine C et avait reçu de la naproxène en intraveineux. On a arrêté les traitements et on l'a hyperhydraté. Mais vous voyez que 2 mois après cette transplantation, le patient restait dialyse dépendant. Il a été rebiopsié et vous voyez de nouveau une néphropathie à dépôt d'oxalate, mais cette fois-ci à un stade beaucoup plus chronique avec une fibrose importante. Le patient est donc resté dialyse dépendant. Il a bénéficié d'une 2e greffe rénale et malheureusement, de nouveau, pas de reprise de fonction. Et à 10 jours, la biopsie a montré de nouveau une récidive de néphropathie à dépôt d'oxalate. Donc, c'est un cas qu'on a vécu il y a assez longtemps dans le service. Et c'est a posteriori en fait qu'on a mis en évidence une pancréatite chronique chez ce patient qui était, on va dire, symptomatique, mais qui a engendré la perte de 2 greffons rénaux. Donc quelque chose auquel il faut penser, cette pancréatite chronique qui parfois est peu symptomatique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hyperoxalurie secondaire, de la physiopathologie, des complications, mais notamment la néphropathie à dépôt d'oxalate et pas tellement des lithiases oxalocalciques, du work-up et de la prise en charge de ces patients. Alors, le docteur Cochat vous a surtout expliqué donc l'homéostasie oxalate en termes de hyperoxalurie donc primaire. Donc ici, je veux juste vous expliquer brièvement l'hyperoxalurie secondaire, donc qui résulte donc de plusieurs mécanismes et tout du côté donc entérique. Donc, l'oxalate qui est absorbé au niveau alimentaire, il y a seulement 10% de cet oxalate qui va être absorbé au niveau intestinal parce qu'une majorité de cet oxalate va être chélaté par le calcium au niveau intraluminal. Donc, cet oxalate n'est pas libre et ne peut pas être absorbé au niveau intestinal. De plus, une partie de l'oxalate intestinal va être dégradée par certaines bactéries de notre microbiote, telles que l'oxalobacter formigenes. Donc seulement 10% d'oxalate qui est absorbé au niveau digestif. Alors, on ne connaît pas encore tout à fait bien tous les mécanismes et les segments intestinaux qui participent vraiment à cette absorption. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une famille de transporteurs d'oxalate, donc la famille des SLC26, dont le rôle paraît important, comme je vous le montrerai plus tard, et certaines mutations de ces transporteurs peuvent entraîner une hyperoxalurie. Donc, il y a une absorption, mais également une sécrétion d'oxalate au niveau intestinal. Donc, le professeur Cochat vous a montré la production d'oxalate au niveau hépatique, et donc c'est cette production qui participe majoritairement au pool d'oxalate, on va dire plasmatique, mais également systémique. Et c'est pourquoi les patients qui ont une hyperoxalurie secondaire vont présenter des symptômes surtout rénaux et pas de tableau systémique comme les patients avec une hyperoxalurie primaire.
Alors, 3 conditions principales vont donner des hyperoxaluries secondaires. Soit il y a un apport accru en aliments riches en oxalates, on va en parler tout de suite. Soit il y a des pathologies digestives qui entraînent une malabsorption. Qui dit malabsorption dit augmentation des graisses intraluminales qui vont se chélater avec le calcium. Donc, du coup, il y a moins de calcium pour complexer l'oxalate et donc il y a plus d'oxalate libre qui va être absorbé au niveau intestinal. Troisième condition qui peut prédisposer à une hyperoxalurie, c'est une diminution, une perturbation de la flore bactérienne intestinale et du coup une diminution de la dégradation de l'oxalate. Donc, les étiologies sont reprises ici sur cette dia. Donc, les aliments riches en oxalate, je vais en parler sur une dia prochaine, mais c'est surtout les noix, les fruits, donc la carambole, la rhubarbe, le thé. Il y a également des hyperoxaluries qui résultent d'une ingestion de précurseurs d'oxalate, donc notamment la vitamine C, c'est quelque chose une question qu'il faut poser aux patients parce que parfois ils vous le disent pas spontanément, et également des cas donc d'intoxication à l'éthylène glycol. D'autre part, il y a toutes les causes de malabsorption, donc notamment la pancréatite chronique, comme je vous disais, peut être aussi symptomatique, les cas de pancréatectomie, l'utilisation d'Orlistat, qui parfois n'est pas dit comme ça spontanément par les patients. Les bypass gastriques, alors c'est important, les nouvelles techniques de chirurgie bariatrique n'entraînent pas de malabsorption, donc a priori ne sont pas associées à ces hyperoxaluries secondaires. La résection intestinale, la maladie de Crohn, et j'ai vu une question tout à l'heure, je pense, du docteur Van Houten, concernant la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose peut également être associée à une hyperoxalurie secondaire via l'insuffisance pancréatique exocrine, via une perturbation de la flore intestinale par l'utilisation fréquente d'antibiotiques. Et alors, chez les patients obèses, on peut également avoir une hyperoxalurie secondaire que je vous expliquerai après. Alors, pour vous montrer un peu l'importance du problème chez les patients porteurs de pathologies telles que la pancréatite chronique, on avait réalisé un travail avec les gastroentérologues où on avait dosé chez les patients vus en consultation à 2 reprises l'oxalurie. Donc ici chez 48 patients et de façon importante, il y avait quand même une personne sur 4 qui présentait une hyperoxalurie. Et le fait d'avoir soit une stéatorée clinique ou une stéatorée biologique confirmée par une analyse de sel ou d'avoir une atrophie pancréatique était associé au fait d'avoir une hyperoxalurie. Alors, on avait également regardé dans ce travail si l'hyperoxalurie était associée à une progression plus rapide de l'insuffisance rénale. C'était le cas, mais c'est sûr que c'était une petite étude, donc c'est à confirmer. Alors voici, il y a également dans la littérature donc beaucoup surtout de case reports qui rapportent l'hyperoxalurie secondaire à l'ingestion d'aliments riches en oxalate. Donc c'est des questions qu'on peut poser aux patients. Maintenant c'est pas toujours facile d'évaluer quelle est la quantité d'oxalate qu'ils ont ingéré. Il y a des tables chez les diététiciennes qui existent qu'on peut utiliser mais qui n'ont pas toujours été validées. Mais je vous ai repris ici les aliments qui sont le plus souvent associés à une hyperoxalurie. Alors, qu'est-ce qui est nouveau en termes de littérature de recherche? Donc, il y a pas mal qui se fait en termes des transporteurs, comme vous avez dit, de l'oxalate, donc la famille des SLC26, transporteurs qui se retrouvent également au niveau des cellules tubulaires rénales. Et donc, par exemple, des patients qui ont des mutations au niveau du canal SLC26A1 sont plus à risque de faire des néphrolithiases et donc il y a un modèle murin qui confirme ça. Maintenant, les patients obèses peuvent également avoir tendance à avoir une hyperoxalurie et dans des modèles murins, on a mis en évidence que l'inflammation, donc le contexte, on va dire, inflammatoire lié à l'obésité, entraîne une diminution de l'expression
du transporteur SLC 6A26, qui est un des transporteurs qui est très important pour la sécrétion d'oxalate dans l'intestin. Donc, il diminue en fait le risque de faire une hyperoxalurie. Et donc, chez ces patients obèses, comme il y a moins de sécrétion d'oxalate au niveau intestinal, ils ont un risque plus important de faire une hyperoxalurie. Également, ces patients obèses pourraient avoir aussi un effet de l'inflammation sur la composition de leur microbiote intestinal. Donc, microbiote intestinal, on connaît l'oxalobactère formigenèse. Donc, il y a des études qui rapportent que les patients qui ont moins d'oxalobactère formigenèse sont plus à risque de faire des lithiases oxalocalciques. Et plus récemment, un papier paru dans le JSN a montré que chez les enfants qui faisaient des lithiases oxalocalciques, il y avait une diminution de bactéries qui dégradaient l'oxalate au niveau intestinal, pas l'oxalobactère formigenèse, mais d'autres bactéries, et également une diminution des bactéries qui produisent le butyrate, en fait, et la diminution de la production de butyrate rend la paroi intestinale quelque part plus poreuse, et donc il y a plus d'absorption d'oxalate qui a lieu. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme complication de cette hyperoxalurie? Donc vous le savez, il y a des lithiases urinaires qu'on peut retrouver, et puis il y a cette néphropathie à dépôt d'oxalate, et puis plus tard je vous montrerai également que l'oxalurie pourrait potentiellement être aussi un facteur de progression de l'insuffisance rénale chronique. Donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui tellement sur tout ce qui est lithiase urinaire, mais donc en tout cas les lithiases urinaires sont une complication bien reconnue de l'hyperoxalurie entérique, et l'importance de l'hyperoxalurie est associée en fait au risque lithogène. Donc, c'est décrit dans le bypass gastrique, c'est décrit dans les maladies inflammatoires digestives, c'est décrit dans les résections intestinales. Donc, le plus la résection est importante, le plus il y a un risque de développer une hyperoxalurie, le plus il y a un risque de faire des lithiases oxalocalciques. Et également, donc chez les patients qui ont une mucoviscidose, vous voyez qu'il y a un risque plus important de développer des lithiases oxalocalciques. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur la néphropathie à dépôt d'oxalate, qui fait partie d'une entité qu'on appelle maintenant les cristallopathies. Donc, c'est un terme qui a été proposé par Moulay et Anders dans ce très beau papier. Et ce que les auteurs proposent, c'est que ces cristaux en fait partagent en fait un mécanisme qui entraîne des lésions rénales qui est assez similaire à d'autres cristallopathies telles que les cristallopathies liées par exemple à des cristaux d'acide urique. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est que selon la vitesse de production de ces cristaux, on peut avoir des lésions rénales différentes. Donc, soit il y a une déshydratation et une supersaturation des urines très importante en oxalate, et donc il y aura une formation de cristaux très rapide et donc une cytotoxicité épithéliale directe et indirecte. Il y aura également une activation de la voie inflammatoire de l'inflammasome, qui est le NALP3, qui active en fait l'I1 delta, qui est donc une molécule pro-inflammatoire. Et donc, quand tout ça a lieu de façon assez aiguë, par exemple, imaginons un patient qui a une prédisposition à faire une hyperoxalurie qui en même temps est déshydratée, ça mène à des lésions d'insuffisance rénale aiguë. Maintenant, il y a des patients qui présentent une hyperoxalurie et qui ont une supersaturation, comme ils disent, urinaire qui est moins importante et plus longue dans le temps. Et donc, ces patients développeraient des cristaux de façon subaiguë qui obstruent les tubules et entraînent des lésions tubulo-interstitielles et plutôt une insuffisance rénale chronique. Donc, vous allez voir, les patients peuvent présenter un tableau d'insuffisance rénale chronique, peuvent présenter également un tableau d'insuffisance rénale aiguë sur chronique.
Alors, plusieurs auteurs ont essayé de proposer donc des définitions de ce que c'est vraiment une néphropathie à dépôt d'oxalate. Et voici les 4 caractéristiques qui sont le plus souvent reprises. Donc, il y a une insuffisance rénale progressive. Il y a bien sûr des dépôts d'oxalate de calcium avec des lésions tubulo-interstitielles qui accompagnent donc ces cristaux et qui sont variables en termes de caractère aigu ou chronique. Et bien sûr, il faut avoir exclu d'autres néphropathies autres que la néphropathie vasculaire ou la néphropathie diabétique. Chez les patients diabétiques, qui peuvent aussi faire une hyperoxalurie, parce qu'on sait qu'on peut trouver 1 ou 2 cristaux d'oxalate sans parler de néphropathie à dépôt d'oxalate. Et bien sûr, le diagnostic est vraiment confirmé si en plus vous pouvez mettre en évidence la condition qui prédispose à cette hyperoxalurie, par exemple la malabsorption. Donc, vu qu'il n'y avait pas de série systématique qui existait, on avait revu à Saint-Luc avec Benoît Beuskart et Selda Edine, donc notre néphropathologiste, tous les cas donc de néphropathie à dépôt d'oxalate. Donc, on avait revu sur une période allant de 2010 à 2018. Selda avait revu donc 2265 biopsies rénales, donc c'était des reins natifs. Et on avait identifié 33 cas de néphropathie où il y avait des dépôts d'oxalate, mais on en a exclu 11 où il y avait clairement une autre néphropathie et qu'il n'y avait que seulement quelques cristaux d'oxalate. Et donc, on a retenu 22 cas de néphropathie à dépôt d'oxalate, ce qui fait à peu près une prévalence de 1% de nos biopsies natives rénales. Et on avait revu tous les dossiers pour revoir un peu l'étiologie de cette hyperoxalurie et donc de ces néphropathies à dépôt d'oxalate. Et donc, vous voyez que les 2 causes principales, en fait, c'était la pancréatite chronique et le bypass gastrique. Donc, c'était à peu près 50% au total quand on ajoutait les patients, mais donc sur une population qui n'était pas très importante, puisqu'on avait 21 patients. D'autres causes de malabsorption expliquaient également l'hyperoxalurie secondaire, donc l'utilisation d'Orlistat, la pancréatectomie, la résection intestinale, l'utilisation de l'énanilidomide qui donne également une malabsorption. On avait seulement 3 cas où il y avait clairement une hyperoxalurie secondaire à l'ingestion de précurseurs en fait de l'oxalate, donc 1 cas de vitamine C et 2 cas d'intoxication à l'éthylène glycol. Et on avait 3 cas où on avait vraiment des dépôts très importants d'oxalate, mais sans pouvoir en fait trouver la cause de l'hyperoxalurie. Donc, on a vraiment cherché toutes les causes de malabsorption et un testing génétique des 3 gènes donnant l'hyperoxalurie primitive avait été cherché sans mettre en évidence de causes. Donc, on les a retenus dans notre listing de néphropathie à dépôt d'oxalate. Et donc, je remercie également tous les néphrologues qui nous ont aidés, qui suivaient certains de ces patients et qui nous ont aidés à collecter toutes ces données. Alors, ce qu'on retient de cette étude, c'est que vous voyez que plus de 50% des patients avaient quand même des comorbidités telles que le diabète, l'hypertension, et 62% des patients avaient déjà une maladie rénale chronique qui parfois était attribuée à une cause vasculaire. Et donc, 7 patients avaient déjà une insuffisance rénale chronique de stade 3B, donc avant de présenter la néphropathie à dépôt d'oxalate. Et vous voyez tout en bas du tableau, les conditions qui prédisposent à l'hyperoxalurie étaient connues seulement chez 10 des patients, donc moins de 50% des patients. Donc, par exemple, la pancréatite chronique était connue seulement chez 1 des 5 patients qui a présenté une néphropathie à dépôt d'oxalate. Et donc, le diagnostic de pancréatite chronique a été fait a posteriori, un peu comme dans le cas du patient greffé que je vous ai montré initialement. Alors, l'autre chose à relever, c'était que la stéatorrhée clinique était présente chez à peu près 50% des cas.
Donc, pas chez tous, et par exemple, les patients qui avaient une pancréatite chronique, seulement 3 sur 5 avaient une stéatorie clinique. Vous voyez qu'ils avaient tous une insuffisance rénale quand même très sévère, avec une créatinine moyenne de 8 mg par décilitre. Et chez une bonne majorité des patients, on a pu doser, on avait des valeurs d'oxalurie sur créatinurie qui étaient, vous voyez, fortement augmentées, 86 mg par gramme de créatinurie en moyenne. Et donc, la présentation chez ces patients, c'était une insuffisance rénale aiguë sur chronique, excusez-moi, je me suis trompée, dans 62% des cas, et l'insuffisance rénale chronique chez 38% des cas. Alors maintenant qu'on regarde les données de biopsie, Zelda avait revu toutes ces biopsies et recompté les cristaux d'oxalate. Vous voyez qu'il y avait quand même un nombre de cristaux importants et on a essayé de quantifier ces cristaux en regardant le rapport cristaux à glomérules chez nos patients. Maintenant, en termes de lésions interstitielles et tubulaires, c'était très variable entre les patients. C'est allé d'absence de lésions à des lésions très sévères. Et comme il y avait quand même 50% des patients qui avaient du diabète, il y avait également pas mal de patients qui avaient des lésions de glomérulosclérose diabétique. Et vous voyez de nouveau tout en bas, le score de fibrose était très variable également. Alors, ce qu'il faut retenir, je pense, chez ces patients, c'est surtout leur devenir. Vous voyez que 50% des patients arrivent en insuffisance rénale terminale et dans notre étude, en déant le mois. Donc en fait, 10 des 11 patients qui terminent en dialyse ont dû être dialysés d'emblée au moment du diagnostic et un a été dialysé en déant le mois et donc un pronostic quand même très mauvais. Et vous voyez que sur les 10 patients qui n'étaient pas dialysés, il y en a 5 qui ont au last follow-up une insuffisance rénale chronique sévère de classe 4 ou 5. Donc si maintenant on compare notre étude à une revue systématique des cas qui a été publiée en 2018, qui reprenait des case series et des case reports, voilà, nous on avait 21 patients et on avait déterminé que c'était une prévalence de 1%. Dans cette revue systémique, ils ne savaient pas dire quelle était la prévalence, hein, puisqu'ils ont repris des case series. On voit quand même que la présentation la plus fréquente, c'est quand même une insuffisance rénale aiguë sur chronique et que les causes de néphropathie à dépôt d'oxalate le plus souvent sont quand même les malabsorptions, que ce soit dans notre série ou leur revue systématique. Et donc, leur revue, ils avaient également un taux d'insuffisance rénale terminale qui était proche des 50%. Maintenant, juste à noter, c'était que dans leur revue, ils avaient retiré tous les patients qui avaient des causes hyperoxalurie qui étaient présentes depuis moins de 30 jours. Donc, s'il y avait des gens qui avaient, par exemple, ingéré des aliments riches en oxalate, mais depuis moins de 30 jours, ils ne les reprenaient pas dans cette série. Alors, la dernière partie donc, des conséquences de l'hyperoxalurie, c'est ce risque de progression de l'insuffisance rénale chronique. Donc, une étude qui a été publiée assez récemment, donc l'étude CRIC aux États-Unis, où les auteurs ont regardé en fait le risque de progression de l'insuffisance rénale chronique en fonction du quintile, vous voyez ici, d'oxalurie. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'oxalurie monte, bien sûr c'est corrigé pour plusieurs facteurs, le risque de progression d'insuffisance rénale chronique augmente. Donc, eux proposent que potentiellement en raison de l'activation de l'inflammation intrarénale, par exemple par l'inflammasome, ces cristaux d'oxalate, donc l'hyperoxalurie, pourraient être un facteur de risque de progression de l'insuffisance rénale chronique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire comme mise au point chez les patients? Mais bon, il faut rechercher la cause de l'hyperoxalurie. Donc, la cause quand même la plus fréquemment décrite, c'est la malabsorption. Donc, bien poser les questions aux patients. Est-ce qu'il y a quand même une stéatorée clinique? Et puis, on peut faire une mesure de cette stéatorée, même si les patients ne la rapportent pas cliniquement. On peut faire des dosages
stéatocrite acide fécal. On peut faire des récoltes de 7 de 24 heures. On peut doser l'élastase fécale qui reflète la fonction pancréatique exocrine. On peut faire une imagerie du pancréas lorsque vous le suspectez. On peut faire des mises au point pour la maladie cœliaque et autres. On doit bien sûr poser la question aux patients par rapport aux aliments qu'ils prennent. Est-ce qu'ils sont riches en oxalates ou pas? Est-ce qu'ils ont pris de la vitamine C ou pas? Donc, c'est quelque chose vraiment que les patients ne pensent pas à rapporter, surtout quand on fait une liste de médicaments. Pour eux, la vitamine C, c'est pas vraiment un médicament. Et l'éthylène glycol, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a certains symptômes et un profil de patient qui peut faire suggérer donc une prise, une intoxication à l'éthylène glycol. Et comme le professeur Cochat le disait, et nous on est assez d'accord également avec son point de vue, si vous n'avez pas de cause donc à cette hyperoxalurie et a fortiori s'il y a bien sûr une néphropathie à dépôt d'oxalate, on est clairement en faveur de rechercher une hyperoxalurie primaire, surtout les formes qui donnent des formes adultes, donc plus tardives. Donc surtout la mutation que je vous ai mise là. Alors pour vous illustrer justement le fait que l'anamnèse est très importante, ça c'est un cas qui avait été rapporté par Pauline Borseux et Arnaud, d'un patient qui était venu pour une insuffisance rénale aiguë, qui avait déjà une insuffisance rénale chronique de base de stade 3B, qu'on avait attribué donc à une cause vasculaire. Et au départ, voilà, qui ne rapportait rien de spécial. Et en fait, en le réinterrogeant, il a ramené tout un sac de poudre blanche qui était en fait de la vitamine C qu'il consommait de façon importante depuis une semaine. Et malheureusement, ce patient est resté dialyse dépendant. Et donc, la dose de vitamine C qui peut entraîner donc une hypoxalurie est très, très variable dans la littérature. Concernant de l'hyperoxalurie secondaire, mais malheureusement, donc contrairement à ce que le professeur Cochat a rapporté pour l'hyperoxalurie primaire, c'est des traitements actuellement qu'on a très généraux. Donc l'hyperhydratation, on essaie d'avoir une diurèse de plus de 2 à 3 litres. On envoie les patients donc chez la diététicienne ou le diététicien pour le régime pauvre en oxalate et en graisse également, puisque je vous avais dit que les graisses forment des complexes avec le calcium et donc il y a moins de calcium pour chélater l'oxalate intestinal. On donne des suppléments de calcium donc pour chélater l'oxalate intestinal. Et on peut également donner du citrate, comme l'avait expliqué le professeur Cochat également. Alors, bien sûr, le plus important, c'est de déterminer la cause de l'hyperoxalurie afin de pouvoir la corriger, donc arrêter l'Orlistat ou la prise de vitamine C si c'est le cas. S'il y a une insuffisance pancréatique exocrine, c'est de la substituer, donc donner du créon. Et dans des rares cas, des bypass gastriques peuvent être corrigés chirurgicalement pour diminuer cette oxalurie. Alors, il y a des études en cours, notamment des enzymes qui dégradent l'oxalate. Donc, il y a l'oxalate décarboxylase, une phase 3 qui commence. Il y a des personnes qui essayent de manipuler le microbiome intestinal avec des régimes ou autres pour essayer qu'il y ait une dégradation d'oxalate plus importante. Et maintenant, au niveau plutôt expérimental sur des modèles murins, des inhibiteurs donc de la voie inflammatoire dont je vous avais parlé, NAB3 et de l'inflammasone, donc IL-1 bêta, peuvent diminuer en tout cas les lésions rénales liées à l'hyperoxalurie. Mais donc, il y a quand même peu d'études randomisées contrôlées. C'est sûr que c'est une pathologie quand même qui est assez rare, même si je pense qu'elle est souvent sous-diagnostiquée. Il y a peu de traitements qui sont vraiment efficaces, même si je pense qu'on arrive quand même à stabiliser la maladie une fois qu'on arrive à corriger l'hyperoxalurie. C'est important d'essayer d'identifier les patients qui ont une hyperoxalurie, en tout cas de penser à ce diagnostic. Et une question qui se pose, c'est est-ce que chez les personnes à haut risque de développer une hyperoxalurie, telles que ceux qui ont un bypass ou une pancréatite chronique ou autre, est-ce qu'on doit dépister cette hyperoxalurie pour pouvoir la prise en charge et éviter de développer des lésions rénales?
Donc, comme take-home message, j'espère que je n'ai pas été trop longue. La maladie, donc la néphropathie adépodoxalate, je pense, est souvent sous-diagnostiquée et souvent diagnostiquée à des moments tardifs. La prévalence, en tout cas, dans notre étude, était de 1% des biopsies de reins natifs. L'hyperoxalurie secondaire résulte le plus souvent des pathologies qui donnent de la malabsorption, mais également suite à l'ingestion d'aliments riches en oxalate ou de précurseurs, donc vitamine C. Et en tout cas, dans notre série, le bypass gastrique et la pancréatite chronique étaient vraiment les deux étiologies les plus fréquentes. Alors, une question qu'on se pose, c'est pourquoi ces patients qui ont une pathologie qui prédispose à une hyperoxalurie à un moment donné présentent avec une néphropathie adépodoxalate. Donc, c'est possible qu'il y ait un trigger quelque part chez une personne qui est à risque de faire donc une hyperoxalurie, donc par exemple une diarrhée, un phénomène aigu qui font qu'ils sont plus hydratés à un moment, ou peut-être l'ingestion très importante à un moment d'aliments riches en oxalate qui pourrait précipiter une production accrue de cristaux d'oxalate de calcium au niveau rénal et donc des lésions rénales associées. Le pronostic est quand même mauvais dans à peu près la moitié des cas, hein. Peut-être aussi parce qu'on fait un diagnostic très tardif, donc 50% des patients dans la littérature et de notre série arrivaient au stade d'insuffisance rénale terminale assez rapidement, parfois même déjà au diagnostic. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces personnes donc, qui ont des désordres qui favorisent l'hyperoxalurie ont besoin d'un suivi au long terme et est-ce que justement ces patients pourraient être pris en charge plutôt pour éviter des problèmes rénaux? Et c'est sûr qu'on a besoin de traitements innovants dans cette pathologie. Et voilà, merci beaucoup et je vais voir s'il y a des questions ou pas, ou je ne sais pas si c'est Luc. Voilà, merci beaucoup Nathalie pour cet exposé très clair. Hein, donc c'était vraiment très intéressant. Moi, je me pose quand même une petite question avant peut-être de donner la parole aux spectateurs. Enfin, je veux dire spectateurs. Hein. Est-ce que tu ne penses pas que dans l'hyperoxalurie entérique, qui est fréquemment associée à un syndrome de malabsorption, donc à une stéatorée, il y a aussi quand même très souvent de la diarrhée chronique? Moi, personnellement, tous ces patients, en les testant, je fais des tests sur les analyses d'urine de 24 heures. Je tombe régulièrement sur des diurèses de 24 heures très faibles, donc des hydratations insuffisantes par rapport à cette tendance diarrhéique. Donc ça, c'est un facteur qui augmente la sursaturation, évidemment, de l'oxalate. Et puis, du fait de la diarrhée, ils ont très souvent également une tendance à l'acidose métabolique et une hypocitraturie, donc un déficit en citrate. Donc, j'ai l'impression que c'est souvent un espèce de mélange d'hyperoxalurie, d'hypocitraturie et de déshydratation qui explique ces précipitations importantes d'oxalate dans les urines, donc qui favorise les lithiases, mais aussi la néphropathie oxalique. Que penses-tu de cette observation? Enfin, c'est une observation personnelle, mais voilà. Donc, deux choses par rapport, merci pour ton commentaire. Je pense que la première chose, c'est que le fait qu'ils aient des diarrhées ou pas, moi, dans notre expérience, en tout cas, même en réinterrogeant correctement les personnes, la stéatorée, normalement clinique telle qu'elle est décrite, donc plus de 3 selles non moulées par jour et des choses comme ça, je la retrouve quand même pas tellement en pratique. Maintenant, voilà, moi, je ne soigne pas tellement les patients qui ont une maladie lithiasique secondaire à une hyperoxalurie. Donc, ces patients-là, ce n'est pas moi qui les vois, c'est surtout Valentine Gignon. Moi, je vois surtout les patients qu'on a biopsiés pour des néphropathies adépodoxalate. Mais chez ces patients-là, j'ai vraiment été surprise du peu de symptômes. Maintenant, en les réinterrogeant, parfois, ils disent quand même, ah oui, j'ai quand même un transit qui est différent depuis un an ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça n'a jamais été des diarrhées très franches. Voilà, en tout cas chez les patients qu'on a eus. Maintenant, moi, je suis convaincue quand même qu'effectivement, il y a des triggers qui font qu'à un moment donné, ils forment plus de cristaux qui vont entraîner donc l'insuffisance rénale aiguë et ou chronique ou les lithiases. Voilà. Dans votre série de patients, vous n'avez pas de patients avec lesquels vous avez une analyse d'urine de 24 heures? On en a des 24 heures pour voir la diurèse. La diurèse,
la diurèse, l'oxalurie et la citraturie. C'est surtout ça qu'on regarde finalement. Oui, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, nos patients, donc ceux de notre série en tout cas, donc bon, il y en a beaucoup qui étaient dialysés aussi à ce moment-là, au moment même du diagnostic, mais les urines de 24 ans, en fait, c'est une politique dans notre institution, c'est qu'on ne fait pas l'oxalurie sur des urines de 24 ans. On peut le faire, mais de tradition, ils ont toujours fait ça sur un spot. Ils se basent sur ce qui est fait chez les enfants aussi, avec des normes également prises de ce côté-là. Donc, on fait des urines, mais on pourrait regarder. On n'a pas regardé systématiquement dans la cohorte donc, des 21 patients qu'on a suivis l'effet de la citraturie. Donc ça, je ne saurais pas te dire où la diurèse, mais qui est déjà diminuée au moment voilà, qu'ils sont pris en dialyse. Donc je disais que 50% de nos patients étaient déjà à dialyse dépendants au moment où ils arrivent chez nous. Luc, Merci pour ta réponse. Plusieurs questions dans le chat, Luc. Tu veux peut-être les reprendre? Donc, oui, je n'ai pas vraiment lu le chat. Attends, je vais vite le parcourir. Pendant ce temps-là, il y a une question de Laurent Wakers. Quelle est la place des marqueurs tubulaires pour identifier l'atteinte tubulaire dans les diagnostics de la néphropathie à dépôt d'oxalate? Donc, c'est sûr que quand on suspecte une pathologie tubulaire interstitielle, donc on peut doser bien sûr la bêta-2 urinaire. Donc ça, on utilise. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, excusez-moi, je dois juste bouger parce que je vois que mon ordinateur va bientôt se décharger. Donc voilà, donc on dose la bêta-2 urinaire, mais c'est vrai que nous, on a assez rapidement l'oxalurie. On fait les deux en fait, hein, chez les patients qui ont un sédiment pauvre et chez qui on suspecte une atteinte tubulo-interstitielle. Luc, tu as vu les autres questions ou je te les... Oui, ben oui, notamment, il y a plusieurs questions concernant la cristallurie. Donc, est-ce que l'analyse de la cristallurie a une place, je dirais, pour diagnostiquer cette pathologie? Est-ce que la cristallurie oxalocalcique est un indicateur de la néphropathie oxalique? Et là, voilà. Non, Alors, oui, donc la cristallurie a certainement un rôle, je pense, plus donc, dans la mise au point des maladies lithiasiques. Maintenant, je vous avoue que chez nous, on ne le réalise pas encore, mais Valentine est en train de militer pour que ça se fasse. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces analyses-là, mais certainement, je pense qu'elle peut avoir un rôle diagnostique. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de labos qui font des analyses vraiment morphologiques des cristaux dans la cristallurie. Je pense qu'il y a assez peu de labos qui le font. Maintenant, bon, je pense que ça pourrait être un marqueur intéressant, mais quand on veut une analyse de la cristallurie, il faut une analyse morphologique qui est faite manuellement en général. La plupart des labos le font comme ça, mais peu de labos le font. Alors, d'autres questions? Alors, je pense que c'est Gwenaël qui pose la question, est-ce que l'hypocalcémie n'est pas plus marquée dans notre étude? Donc, en fait, l'hypocalcémie, dans notre étude, on n'a pas retrouvé que c'était plus marqué. Par contre, dans une série française de néphropathie à dépôt d'oxalate à la bronchiolite chronique, ils avaient retrouvé effectivement que c'était le cas. Mais dans notre série, on n'a pas retrouvé. Je regarde s'il y a d'autres questions parce que moi-même je vois le chat ici. Alors il y a François qui pose une question. Je vois François Jauré. Où sont les cristaux? Donc en fait dans les biopsies, donc c'est des cristaux donc intratubulaires. Dans des études par exemple réalisées par Anders et compagnie, ils trouvent parfois donc des cristaux en fait qui migrent donc vers l'interstitium. Mais nous, c'est surtout en intratubulaire qu'on les retrouve. Donc le diagnostic se fait vraiment donc juste en lumière polarisée, donc cette biréfringence typique en lumière polarisée. Donc il n'y a pas d'autre coloration qu'on fait pour le diagnostic. Voilà.
sais pas s'il y a une question. N'hésitez pas. Alors, Lorraine pose la question de la coloration von Cosa. Donc, c'est vrai que c'est une coloration qu'on peut utiliser, mais qui marque en fait tout ce qui est calcique. Donc, ça veut dire que si on a des dépôts, par exemple, de phosphate de calcium, hein, suite par exemple, dans le passé, on avait eu quelques cas suite à la prise de laxatifs à base de phosphate de sodium, ils sont aussi von Cosa positifs. Donc, ça ne permet pas de différencier du phosphate de calcium. Donc, il faut utiliser la lumière polarisée vraiment pour dire que c'est de l'oxalate de calcium. Ok, parfait. Luc, un petit mot, une conclusion? Oui, je voudrais dire, voilà, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais encore une petite question un peu curieuse. Dans les aliments riches en oxalate, j'ai vu qu'il y avait le champignon chaga. C'est quoi ça? Et je t'avoue que ça, j'ai pas été revoir parce qu'il n'y avait que un ou deux cas. Oui, ça ne doit pas être un champignon de chez nous. Oui, c'est pas un champignon de chez nous. J'ai vu qu'il poussait sur des arbres un peu exotiques et je t'avoue que j'ai pas été m'attarder. J'ai plutôt vu les autres aliments. Donc, ce qui est rapporté le plus souvent, c'est vraiment le starfruit, la carambole et un espèce de cousin du starfruit. Ils ont eu beaucoup de cas en Inde, justement. Mais le chaga mushroom, c'est quand même plus rare. Oui. Oui, merci à vous en tout cas. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Luc et à tous les orateurs. C'était vraiment très intéressant. Vous signaler que donc cette session demandera une demande d'accréditation. Toute l'équipe du CA vous souhaite une bonne fin d'année et que 2021 soit plein de nouveaux projets. En tous les cas, on en aura beaucoup à vous proposer.